Bonjour à toutes et à tous. Avant de me présenter, je tiens à remercier tous les organisateurs et organisatrices du GDR de nous donner l'opportunité à nous, jeunes chercheurs et chercheuses, de présenter certains de nos travaux dans le cadre du GDR Concorde. Je m'appelle Corentin Siri, j'attaque actuellement ma troisième année de thèse au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne à Dijon, thèse encadrée par Yona Popa et Sébastien Chevalier, et également en collaboration avec Cécile Langlade et Alexis Dion. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats obtenus au cours de ma thèse sur le sujet fabrication additive, nouvelles techniques d'élaboration des alliages métalliques, impact de la microstructure sur la durabilité à haute température. Bien évidemment, cette présentation est en lien direct avec les thématiques du GDR Concorde. La fabrication additive métallique est actuellement et depuis plusieurs années en plein essor. Cet essor est traduit par un nombre de publications scientifiques sur le sujet qui augmente de façon exponentielle. Cet essor, on peut aussi le constater à travers l'intérêt de nombreux grands groupes ou agences tels que Boeing, Bugatti, Airbus ou encore la NASA, qui investissent de plus en plus dans ces nouveaux procédés de fabrication. Donc l'intérêt pour ces nouveaux procédés de fabrication additive et de la fabrication additive métallique, elle vient du fait que ces procédés de fabrication permettent d'élaborer des pièces de géométrie très complexes en une seule étape, au plus près de leur code final, et ce directement à partir d'un modèle CAO. Malgré donc un engouement très fort, il y a très peu de publications sur la tenue haute température de ces nouveaux matériaux. En effet, la plupart des publications portent sur les propriétés mécaniques et l'impact des paramètres de fabrication sur ces propriétés mécaniques. Et on voit très bien que lorsqu'on ajoute le terme High Temperature Oxidation à la recherche Additive Manufacturing of Metal, et ben le nombre de publications chute considérablement. D'où la nécessité de comparer la réactivité de ces échantillons élaborés par FA avec ceux élaborés par la métallurgie classique. Dans notre cas, le procédé de fabrication additive employé, c'est un procédé de fusion laser sur lait de poudre, le procédé SLM pour Selective Laser Melting, et le procédé de métallurgie classique employé, c'est le procédé de laminage. Tout ce qui sera présenté en rouge au cours de la présentation fera référence au procédé SLM, et tout ce qui sera présenté en bleu fera référence au procédé de laminage. L'objectif de la thèse, c'est de comparer le comportement d'un acier inoxydable austénitique, donc le 316L, élaboré par laminage et par SLM, sur de longue durée jusqu'à 20 000 heures sous air de laboratoire. Les échantillons SLM sont issus et ont été débités à partir de ce barreau SLM brut. Avant les oxydations sous air, tous les échantillons ont été polis afin de s'affranchir de l'état de surface qui, comme on peut le voir ici, est très important dans le cas des échantillons SLM. Donc différentes oxydations ont eu lieu ou auront lieu au cours de la thèse, telles que des oxydations de courte durée sous air sec, entre 700 et 1000 degrés donc en thermobalance, des oxydations de plus longue durée, donc jusqu'à 20 000 heures, à 800 et 900 degrés sous air de laboratoire, des oxydations sous air humide afin de constater l'impact de la vapeur d'eau sur la réactivité des échantillons, et enfin des oxydations dans des conditions de cyclage thermique. Aujourd'hui, je vais uniquement présenter des résultats obtenus sous air de laboratoire à 900 degrés sur des durées qui vont jusqu'à 3000 heures. Et on attaque tout de suite avec les cinétiques d'oxydation et ce graphe présentant la prise de masse surfacique en fonction du temps d'oxydation à 900 degrés pour les deux types d'échantillons. Donc on voit déjà qu'il y a une différence. On voit que sur les 1000 premières heures, l'échantillon laminé présente un comportement parabolique et ensuite on voit que sa vitesse de prise de masse s'accélère nettement, donc phénomène de breakaway, jusqu'à atteindre au bout de 3000 heures une prise de masse très élevée puisqu'elle est de 32 mg par cm². Notez d'ailleurs ici le saut d'échelle sur l'axe des ordonnées. En revanche, les échantillons SLM, eux, ils présentent un comportement parabolique sur la totalité des 3000 heures. Comportement parabolique, ça veut dire qu'on forme une couche d'oxyde dense, protectrice et adhérente qui va faire office de barrière de diffusion aux espèces et donc qui témoigne d'un très très bon comportement face à la corrosion de température. Malgré le breakaway observé pour l'échantillon laminé, sur les 1000 premières heures, la vitesse d'oxydation représentée par les constantes de vitesse parabolique, on voit que dans le cas de l'échantillon laminé, elle est similaire à l'échantillon SLM. Donc la caractérisation des produits de corrosion nous montre effectivement que les couches d'oxyde sont en parfait accord avec les courbes de prise de masse. On voit à partir de 1000 heures pour l'échantillon laminé, en plus de la formation d'une couche protectrice composée de spinel, chrommanganèse et de chromine CR2O3, on a l'apparition de nodules d'oxyde de fer qui sont non protecteurs. Pour l'échantillon SLM, on voit que ce n'est pas du tout le cas, on a uniquement la formation de chromine protectrice. Lors du maintien en température, donc entre 1000 degrés entre 1000 heures et 3000 heures, ces nodules d'oxyde de fer vont continuer à croître jusqu'à atteindre ici une épaisseur de 600 micromètres et une couche qui va être fissurée, qui va être non adhérente et principalement composée d'oxyde de fer. On peut aussi noter que le substrat subit une forte oxydation interne et d'ailleurs le substrat il reste plus que 20% de l'épaisseur initiale. L'échantillon SLM, lui, il montre que on a la formation uniquement d'une couche de chromine, jamais de nodules d'oxyde de fer. C'est pourquoi on a constaté, on a vu un comportement parabolique sur la totalité de l'expérience. On s'est donc posé la question de pourquoi l'apparition de nodules d'oxyde de fer uniquement dans le cas des échantillons laminés.
En caractérisant donc l'évolution du substrat, on a pu donner des réponses. Et effectivement, quand on a fait donc, des profils de concentration en chrome à proximité donc des couches d'oxyde dans le substrat, on a vu que pour l'échantillon laminé, on avait une forte déplétion, donc un fort appauvrissement en chrome, en dessous de 12% massique, qui est la limite inférieure à partir de laquelle on va favoriser la formation de chromine. Pour l'échantillon SLM, on voit qu'on descend jamais en dessous de ces 12% massiques, donc ce qui explique pourquoi dans le cas des échantillons SLM, on ne voit pas la formation d'oxyde de fer alors qu'on les voit dans le cas des échantillons laminés. De ces profils de concentration, on a pu donc déterminer des coefficients de diffusion du chrome. Et ce qui est important de voir, c'est que le chrome diffuse 10 fois plus vite dans les échantillons SLM que dans les échantillons laminés. On s'est donc posé la question d'où venait l'origine de cette meilleure diffusion du chrome dans les échantillons SLM, en prenant différentes hypothèses, telles que la texture, les contraintes résiduelles de surface et la microstructure. Donc après avoir écarté les deux premières hypothèses que j'ai citées, je vais vous présenter ici l'hypothèse la plus plausible, qui est la microstructure. Et donc la littérature rapporte que les dislocations au sein des substrats métalliques jouent le rôle de court-circuit de diffusion pour le chrome dans le substrat, permettant au chrome de diffuser du cœur à la surface plus facilement, évitant donc la déplétion en chrome et l'appauvrissement en chrome à proximité de l'interface métal-oxyde, et donc favorisant la formation de chromine CR2O3. La littérature nous dit aussi que les échantillons issus de fabrication additive présentent une microstructure particulière qui s'accompagne de nombreuses dislocations dans le volume, dislocations qui vont former donc, les parois des cellules d'un réseau cellulaire. On s'est donc intéressé aux microstructures de nos deux types d'échantillons grâce à des analyses MET, donc microscope électronique à transmission. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que pour l'échantillon laminé, on voit qu'on a donc des dislocations qui sont en très faible nombre et surtout qui sont isolées. C'est ce qu'on voit ici, c'est les petits serpents en noir. L'échantillon SLM, lui, présente donc, comme le rapporte la littérature, ce réseau cellulaire. Et ces cellules sont effectivement formées d'un grand nombre de dislocations qui sont enchevêtrées les unes et les unes aux autres, pardon. On a aussi relevé la présence de nano-inclusions d'alumine dans les substrats des échantillons SLM. On a donc montré qu'on avait un taux de dislocation nettement supérieur dans les échantillons SLM par rapport aux échantillons laminés, donc ce qui favoriserait la diffusion du chrome, et également qu'on avait la présence de nano-inclusions uniquement dans les échantillons SLM. Et la littérature rapporte que les nano-inclusions riches en oxygène permettraient d'améliorer le comportement des aciers inoxydables. Toutefois, lors d'un maintien à haute température, la microstructure va subir des phénomènes thermiquement activés que sont la restauration et la recristallisation, de par le mouvement des dislocations, menant à l'annihilation de ces dernières. Seulement, pour que la diffusion du chrome dans les substrats métalliques soit favorisée via les dislocations, il est nécessaire que celle-ci ne s'annihile pas, ou du moins ne s'annihile pas complètement lors du maintien à haute température. Des tests de microdureté ont donc été réalisés au cœur des substrats métalliques avant et après oxydation afin de constater la présence ou non de dislocation après les tests de vieillissement. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que pour l'échantillon laminé, donc on passe de 190 Vickers avant oxydation à 170 Vickers au bout de 1000 heures. Donc on se rapproche de la valeur de référence d'un AC316L totalement recristallisé. On n'a pas pu faire les empreintes de microdureté à 3000 heures parce que vu que le substrat était fortement oxydé, les valeurs n'avaient aucune cohérence. Et donc ce qui est important de noter, c'est surtout que si on suit donc la tendance, eh ben, on va se rapprocher donc de la valeur de référence et donc ça montre que l'échantillon laminé sera totalement recristallisé, donc n'aura plus de dislocation dans le volume après 3000 heures d'oxydation. Pour l'échantillon SLM, on voit qu'au bout de 3000 heures d'oxydation à 900 degrés, on a toujours une microdureté qui est très élevée puisqu'elle est de 200 Vickers, pardon, et on est encore très loin de la valeur de référence de 155 micromètres. Et donc de telles observations indiquent clairement qu'un fort taux de dislocation est toujours présent au sein des substrats métalliques des échantillons élaborés par fabrication additive, donc par SLM. Ça veut dire que les phénomènes de restauration ont été ralentis dans le cas de ces matériaux. Ce ralentissement des phénomènes de restauration il peut être expliqué par de fortes interactions entre les dislocations, du fait de leur enchevêtrement initial, mais également par l'interaction des dislocations avec les nano-inclusions d'oxyde. Toutes ces interactions vont ralentir, voire bloquer le mouvement des dislocations, ainsi que des joints de grains, empêchant la restauration et la recristallisation complète du matériau. De plus, l'interaction des dislocations entre elles et avec les nano-inclusions d'oxyde lors du maintien en température peut potentiellement générer de nouvelles dislocations par des mécanismes tels que des boucles de Frankenried ou encore des boucles d'Orwan. On a donc encore des dislocations présentes dans le volume des échantillons SLM même après 3000 heures à 900 degrés. En conclusion, on a des résultats prometteurs pour les échantillons SLM avec un comportement parabolique maintenu sur les 3000 heures d'oxydation grâce à la formation de chromine protectrice. Ce qui n'est pas le cas pour les échantillons laminés, qui présentent un comportement parabolique uniquement sur les 1000 premières heures et ensuite qui subissent des phénomènes de breakaway à cause de l'apparition d'oxyde de fer, dû à l'appauvrissement en chrome à proximité de l'interface métal-oxyde. On a aussi mis en évidence la diffusion du chrome qui était 10 fois plus supérieure dans le cas des échantillons SLM par rapport aux échantillons laminés. L'origine possible de ce meilleur comportement, ce serait la microstructure, avec un grand nombre de dislocations,
et un grand nombre de nano-inclusions qui permettraient d'améliorer le comportement de température des échantillons SLM. Ce qui reste à faire par la suite, c'est de confirmer le meilleur comportement de température des échantillons SLM sur de longue durée, dans différentes atmosphères et différentes conditions d'exposition, de suivre l'évolution de la microstructure du substrat avec les temps de vieillissement pour valider le rôle des dislocations dans la meilleure diffusion du chrome grâce à des analyses MET après oxydation, et également d'identifier des mécanismes d'oxydation par marquage isotopique. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute. J'espère que la présentation était très claire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail ci-dessous. Merci à vous.